Est-ce que l'un de vos objectifs quand vous êtes parti cet été, c'était de réussir à lire? Je suis curieuse de savoir si vous avez réussi à prendre ce temps, curieuse surtout d'avoir vos recommandations de lecture suite à cet été. Moi, je suis partie avec un objectif peut-être un peu ambitieux, puisque dans ma petite valise cabine, j'avais 8 livres pour 3 semaines loin de Paris. 8 livres qui n'étaient pas tous microscopiques. Est-ce que j'ai réussi à tous les lire? Réponse en fin de vidéo. Mais tous ces livres avaient en commun, en fait, chaque fois, de m'empêcher de rester dans ma zone de confort, dans ce que je sais que j'aime, de ce que je sais que je connais de la littérature et aussi du monde. Le premier livre que j'ai lu s'inscrit bien dans cette idée, puisqu'il s'agit de littérature de l'imaginaire. C'est un genre de littérature que je ne lisais absolument pas jusqu'à il y a environ un an. Et il y a un an, je vous avais demandé des recommandations d'auteurs et surtout d'autrices qui écrivaient de la fantasy, de la science-fiction, des récits d'anticipation. J'ai fait des découvertes géniales cette année grâce à vous. Si ça vous intéresse, je vous ferai d'ailleurs un petit compte-rendu des autrices de littérature de l'imaginaire que j'ai découvertes cette année. Et cette autrice, Octavia Butler, se situe certainement dans mon top 3 des découvertes de l'année. Celui-ci, La Parabole des Talents, c'est le deuxième volet de son grand diptyque. Donc le premier, c'est La Parabole du Semeur, puis donc bien celui-ci. Ce livre, il est assez fascinant parce qu'il a été écrit au début des années 90 et il commence en 2024. Et Octavia Butler imagine une société, donc aux États-Unis, qui est ravagée par la violence qui est due aux inégalités de classe absolument insupportables. Il y a les riches qui vivent terrés dans leurs espèces de bunkers de luxe et tout le reste de la population qui est en fait une population pauvre, qui est devenue peu éduquée parce que l'État n'a plus les moyens de pourvoir à ses missions. Une société qui est menacée par l'addiction à la drogue et une société qui se voit encore un peu menacée ou peut-être sauvée selon les points de vue par un candidat à la présidentielle qui veut Make America Great Again, qui veut éliminer tous ceux qui ne sont pas de bons chrétiens dans cette société. Et c'est dans ce contexte que commence l'histoire, qui est une histoire quand même assez violente, dont l'héroïne est une très jeune femme noire qui vient de la petite bourgeoisie intellectuelle, qui va évidemment faire face à des drames terribles et qui essaye en fait à travers ces deux livres de reconstituer une communauté, de reconstituer une nouvelle idée de société. C'est assez passionnant, assez fascinant. J'ai juste un peu moins accroché, je pense que j'ai pas bien compris toute la partie sur la forme de religion qu'invente cette jeune femme, mais c'est un livre extrêmement riche, passionnant et une histoire merveilleusement écrite. Donc ça, j'ai adoré. Ensuite, c'était pas prévu, mon mec l'a lu, a adoré, donc j'ai lu honnêtement L'étranger de Camus. J'ai aucun souvenir de ma lecture au lycée et en lisant, je me suis dit effectivement pourquoi est-ce qu'on fait lire ça à des gens qui ont 15, 16, 17 ans. Je sais pas si on peut apprécier ce livre comme on peut l'apprécier à 30, 40 ans quand on a vécu quelques désillusions. C'est un livre sur l'absurdité du monde, absolument glaçant, avec un personnage qui questionne ce qu'est l'humanité. C'est évidemment sublimement écrit, ça m'a donné envie de relire tout Camus. Ensuite, j'ai lu Léon l'Africain d'Amin Maalouf. Amin Maalouf, c'est un auteur franco-libanais, c'est le premier auteur binational qui est entré à l'Académie française. J'avais jamais rien lu de lui et c'est un livre qui m'a énormément intéressée. Il se base sur l'histoire vraie de donc Léon l'Africain, qui s'appelle Léon l'Africain dans les dernières pages quand il arrive en Europe. Il est né au XVe siècle à Grenade, dans la Grenade musulmane, juste avant qu'elle soit reprise par les Castillans chrétiens. Et donc c'est toute son histoire dans les différentes villes où il a vécu, tout son destin absolument incroyable. Je ne veux pas tout vous spoiler, mais il a eu des moments de grandeur et de décadence assez terribles. C'est absolument fascinant de découvrir comment on vivait dans les pays musulmans au 15e, 16e siècle. Bon, ça a détruit pas mal de préjugés que je pouvais avoir et ça rappelle que c'est toujours bien de lire des livres qui ne sont pas européano-centrés. J'ai eu aussi ce petit sentiment que je pouvais avoir en lisant des livres d'aventure quand j'étais plus jeune, de complètement me projeter dans le personnage, d'avoir envie de vivre de telles aventures. Bon, après je me suis souvenu que comme dans tous les livres d'aventure que je lisais quand j'étais petite, ça concerne les hommes. Hein. Les femmes dans ce livre ont le statut assez déprimant que vous pouvez imaginer. Ensuite, je me suis lancée dans ce que je pensais qui allait être mon roman préféré de cet été et qui a été malheureusement une belle déception. 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange d'Elif Shafak. Elif Shafak, c'est l'une des autrices, je crois, les plus lues en Turquie, mais qui a eu un procès aussi pour humiliation à l'identité turque. C'est une autrice très féministe. Ce livre s'ouvre sur le corps d'une prostituée morte qu'on a jetée dans une benne à ordures.
En fait, elle n'est pas tout à fait morte puisque selon certains scientifiques, il y aurait encore une activité cérébrale pendant 10 minutes et 38 secondes après la mort. Donc le livre va raconter, en tout cas pendant la première partie, tout ce dont elle se souvient pendant ces 10 minutes et 38 secondes. L'idée de départ est originale, surprenante. Je crois que c'est la seule chose que j'ai trouvée surprenante et originale dans ce livre, puisqu'en effet, si vous imaginez ce qui a pu arriver à cette petite fille qui a grandi dans un territoire reculé de la Turquie, dans une famille très religieuse, comment elle a pu quitter sa famille, devenir prostituée, mourir. Bon, si vous imaginez les raisons les plus évidentes, bon, c'est exactement ce que vous allez retrouver dans ce livre. Donc zéro surprise, c'était assez long, assez répétitif. Et puis toute la deuxième partie porte sur son groupe d'amis, puisque c'est censé être un roman sur l'amitié. J'ai beaucoup de mal à croire à l'amitié de ce groupe qui sont en fait chacun caractérisés par la raison pour laquelle ils sont marginalisés. Donc il y a une femme trans, une femme arabe, une femme grosse, une femme naine, une femme africaine. Bon, à part la femme trans qui a un peu d'épaisseur, j'ai pas du tout été convaincue par ces personnages et j'ai trouvé la fin complètement mélodramatique. Bref, tout n'est absolument pas à jeter dans ce livre. Ça m'a donné très envie d'aller à Istanbul. J'ai adoré toute la première partie sur la famille de l'héroïne où je trouvais que les personnages étaient là un peu plus intéressants, un peu plus complexes. Puis c'est toujours très intéressant de se souvenir, voire de découvrir un peu l'histoire récente de la Turquie, la vie quotidienne en Turquie, la culture turque. Bref, je me suis un peu ennuyée, mais je pense que je lirai d'autres romans d'Elif Shafak pour peut-être me faire une idée un peu plus complète. Ensuite, un autre genre que je ne lis absolument jamais, de l'horreur. Avec ce livre dont j'entends parler depuis longtemps, dont la couverture m'attirait pas mal puisqu'il s'agit de L'Ange déchu de Cabanel, le magnifique Ange déchu de Cabanel, très sexy. C'est un livre de l'autrice argentine Mariana Enriquez dont désormais je veux absolument tout lire. C'est un peu réducteur de catégoriser ce livre dans l'horreur puisque c'est aussi une grande saga familiale, un livre sur la relation père-fils, à la fin de coming of age, de devenir adulte. C'est aussi un livre sur l'Argentine, sur tout ce qui s'est passé en Argentine des années 60 jusqu'au début du 21e siècle. C'est vraiment passionnant de ce point de vue. Je veux rien vous spoiler de ce livre parce que c'est ce genre de livre puzzle où on comprend pas grand chose jusqu'au moment où les pièces du puzzle commencent à s'assembler, où on a ce type d'illumination. Mais pour vous donner un peu l'ambiance, ça commence avec un père qui a l'air d'être assez malade et son jeune fils qui doivent quitter Buenos Aires pour aller quelque part. On ne comprend pas vraiment où et on ne comprend absolument pas pourquoi. Il y a une forme d'urgence, l'atmosphère est très lourde et dès la première nuit dans un hôtel, le jeune fils voit une femme bouche grande ouverte qui hurle sans aucun bruit au fond d'un couloir. Cette femme n'est pas vivante. Voilà, sans vous en dire plus, ça vous donne un peu l'ambiance du livre. J'ai vraiment adoré, même si le livre est très long, il est composé de plusieurs parties. Il y a certaines parties dont j'ai pas bien compris à quoi elles servaient et la dernière partie était vraiment bien longuette, mais je pense que je le relirai un jour parce que c'était vraiment fascinant. Il y a énormément de thèmes abordés, c'est d'une richesse infinie. Bref, j'ai adoré Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Et c'est tout ce que j'ai lu cet été. C'est déjà pas mal, mais c'est tout. Donc il me reste à lire Virginia Woolf, Vers le phare, jamais lu, j'ai très hâte de le découvrir, je l'ai commencé, c'est toujours aussi sublime. Damasio, qui était la personne qui m'a fait venir à la littérature de l'imaginaire, grâce à qui j'ai découvert ça. La Horde du Contrevent, c'est apparemment son grand chef-d'œuvre, donc j'ai hâte aussi de le lire. Et enfin, Leila Slimani, donc la deuxième partie de sa grande trilogie qui raconte une saga familiale, encore une fois, d'une famille plutôt bourgeoise au Maroc. Mais là, je suis aussi assez tentée par les livres de la rentrée littéraire, donc si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me faire vos recommandations, à me dire ce qui vous tente le plus. Et encore une fois, dites-moi les livres que vous avez découverts et adorés cet été. J'adore ajouter des livres à ma liste infinie de livres à lire. Ciao!